Je vais d'abord m'excuser parce que j'ai été atteint par un rhume hivernal en plein printemps. Je n'ai pas une voix extraordinaire. Donc, on m'a demandé, en tant que spécialiste de droit sanitaire et social, et que auteur d'un article là-dessus dans une revue parue il y a 3 semaines, donc je n'ai pas trop de mérite, ça ne m'a pas donné trop de travail, je ne vais pas vous le faire croire, de vous montrer les grands points de la loi ASV, c'est-à-dire Adaptation de la société au vieillissement, la loi qui est du 28 décembre 2015. Alors c'est intéressant parce que c'est autant de points de départ à ce que l'on va dire tout à l'heure, ça pose les problèmes actuels de la société en matière de vieillissement. Vous savez que l'espérance de vie augmente chaque année. Et on a là le premier plan d'ensemble qui concerne les personnes âgées, comme un peu la loi de 2005 pour les personnes handicapées. Et c'est cette loi du 28 décembre 2015 qui avait, dont les prémices avaient été posées par Jean-Marc Ayrault, alors Premier ministre, dans un discours à Angers en février 2014, où curieusement nous n'avions point été invités. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette loi a quand même recueilli un certain consensus entre les deux assemblées, qui, pour ceux qui sont bien au point, sont de majorité différente, ce qui veut dire que les problèmes d'adaptation de la société au vieillissement transcendent un peu les clivages politiques. Cette loi est divisée en 6 titres et comporte 101 articles, autant que de dalmatiens, me direz-vous, mais c'est un hasard, n'en doutons pas. Alors, comme toutes les lois modernes, c'est une loi très bavarde, 50 pages de journal officiel, dont 19 de programmes annexés, un splendide neutron législatif. Alors là, j'adore ce genre de phrase. L'adaptation de la société au vieillissement est un impératif national et une priorité de l'ensemble des politiques publiques. Imaginez que vous ayez dit le contraire, l'adaptation de la société au vieillissement n'est pas du tout un impératif et on s'en fout, ça ferait très bizarre. Donc ça, c'est le genre de disposition que les députés et les sénateurs s'amusent à composer, qui ne sert rigoureusement à rien. Je parle de moi à l'ancien député, il dira après ce qu'il en pense, mais je trouve qu'il soit du même avec moi. Elle comporte de nombreux détails. Alors je voudrais simplement insister sur 3 ou 4 points, 3 points. Donc d'abord, très rapidement, la modification de la gouvernance concernant les personnes âgées, avec la création, d'abord la réaffirmation, très important pour les juristes et pour les autres, du rôle de chef de file du département. Depuis 2004, à la suite de la révision constitutionnelle de 2003, le département est le chef de file, c'est-à-dire qu'il définit et met en œuvre la politique en faveur des personnes âgées, mais la définition et la mise en œuvre s'étendent aujourd'hui aux proches aidants. Et je crois que c'est un axe important pour le présent. Et puis, on demande au département de coordonner, dans le cadre du schéma départemental, les actions menées en faveur des intervenants, et notamment des proches aidants. Et puis, le département a une mission de définition des secteurs géographiques d'intervention. C'est-à-dire qu'il va faire un schéma qui va donner, qui va, si vous voulez, partager le gâteau, si je puis dire, du département entre diverses structures. Et de même qu'il fait le schéma des CLIC, c'est-à-dire des centres locaux d'information et de coordination. Vous voyez que ce département se retrouve chargé de coordonner les acteurs pour l'élaboration et la mise en œuvre des politiques intéressant les conditions de vie des personnes âgées, et il veille à la couverture territoriale et à la cohérence de l'action respective des organismes et des professionnels. Alors c'est très important parce qu'on pourrait avoir, comme on a des risques de déserts médicaux, des déserts en termes de prise en charge des aides à domicile. Eh bien, c'est au département d'essayer de planifier, de pousser telle ou telle structure à intervenir dans telle ou telle région. Donc ça, c'est très important. Voilà un peu la gouvernance, et on va du coup encourager le département à signer des conventions avec les agences régionales de santé, avec les organismes de sécurité sociale, avec d'autres intervenants, et notamment les centres communaux d'action sociale, tous les points sur lesquels on reviendra tout à l'heure. Et puis, il y a la célèbre CNSA, Caisse nationale Solidarité et Autonomie, vous savez, qui recueille le jour travaillé non payé, du ex-lundi de la Pentecôte, ça a fait long feu, mais bon. Et cette CNSA va aider le département à financer
la prévention et de la perte d'autonomie et le soutien des proches aidants avec une convention. Vous voyez que le département est le pivot de l'action en faveur des personnes âgées. Alors pour cela, on lui a donné quelques organismes. Le premier, c'est nouveau, c'est la conférence des financeurs qui théoriquement existe depuis le 1er mars 2016, le décret est paru très vite. Conférence des financeurs de la perte d'autonomie des personnes âgées, l'idée étant une mise en cohérence des acteurs. Cette conférence des financeurs a une mission de diagnostic, de recensement des initiatives, de définition d'un programme coordonné de financement des actions individuelles et collectives de prévention. Autrement dit, il va réunir autour d'une table tous les gens qui financent l'aide à la dépendance et dire, ben voilà, qui peut financer quoi. On avait connu ça pour les personnes handicapées avec les dispositifs de la vie autonome avant 2005, mais c'était l'État, très exactement à l'époque la DAS, qui s'en occupait. Et cette conférence des financeurs va notamment s'occuper d'harmoniser l'équipement du domicile, le soutien et l'accompagnement aux proches aidants. Elle est présidée par le président du conseil départemental, avec une pondération des voix certainement imaginée par un polytechnicien, c'est-à-dire le décret. Vous avez dedans le délégué territorial de l'ARS, qui est vice-président, et puis l'Agence nationale de l'habitat, les régimes de retraite complémentaires, les mutuelles. Mais l'État, lui, ne participe pas et ne finance pas directement. Il est extérieur. D'ailleurs, c'est pareil en ce qui concerne les personnes handicapées, où l'État était censé financer et ne l'a jamais fait. Donc, on a un deuxième organe sur lequel j'insisterai peu, c'est le Conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie, le CDCA, qui va fusionner le CDCPH, Conseil départemental consultatif des personnes handicapées, et le CODERPA. Je suis suppléant au CDCPH, mais je n'y ai jamais siégé, donc je ne pourrais pas vous dire de quoi ça parle, même si j'ai reçu curieusement lundi une convocation pour demain. Mais je suis suppléant. Bon, voilà, c'était une parenthèse. Alors, il participe à l'élaboration des politiques de l'autonomie dans le département, avec la perte d'autonomie, l'accompagnement médico-social, l'accès aux soins, les aides humaines et techniques. Ce nom de Conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie est un peu curieux. La citoyenneté, d'habitude, c'est plutôt pour les jeunes, généralement pour ceux qui ne sont pas encore citoyens, d'ailleurs, j'ai remarqué. Et là, on le met pour les personnes âgées. Il va s'intéresser notamment aussi à l'accessibilité, à l'urbanisme, au logement, etc. Enfin, la maison départementale de l'autonomie, mais là, je ne vais pas faire du juridisme, ce n'est en réalité qu'une façade, elle existe déjà dans le Maine-et-Loire. Il s'agit de mettre en commun les fonctions d'accueil, d'information, de conseil, d'orientation, d'instruction des MDPH et des plans d'aide concernant les personnes âgées. Mais juridiquement, ça n'avait même pas besoin d'être prévu par la loi, puisqu'en réalité, la MDPH, dans sa commission exécutive, ne continue à ne s'occuper que des personnes handicapées. Autrement dit, la MDPH est incluse dans la MDA, qui est une structure mutualisée sans existence juridique. C'est pas très clair, mais j'y peux rien. Alors maintenant, quelques éléments de nouveaux droits des personnes âgées et des aidants. C'est très important, les aidants. Alors, autrefois, on plaçait les personnes âgées. Eh bien, la loi a fait la toilette. Elle a fait la toilette du Code, et notamment du Code de l'action sociale et des familles. On les accueille, on les admet, on ne les place plus. Ça a l'air de rien, le symbole est riche. Seul le juge judiciaire peut placer des enfants quelque part. Personne ne peut placer des personnes âgées. Ça a un côté paquet postal. Donc on a aboli ce terme placé. D'accord ? Nouveau droit qui est affirmé, mais avec toujours des limites, c'est la liberté d'aller et de venir. On sait que la liberté d'aller et de venir pose aujourd'hui beaucoup de problèmes, non pas pour les personnes à domicile, mais pour les personnes en maison de retraite, et notamment pour certaines personnes qui ont des maladies dégénératives qui font que quelquefois vous les retrouvez très loin de chez elles, en train de faire du stop, en maillot de bain, etc. On va parler de maillot de bain tout à l'heure. Et donc, si vous voulez, c'est vrai que c'est quand même très intéressant d'avoir affirmé la liberté d'aller et de venir des personnes âgées, tout en prévoyant quand même que le contrat de séjour pourra un petit peu la limiter. Excusez-moi.
On a également la personne de confiance qui existait dans le droit des malades avec la loi Kouchner du 4 mars 2002, qui maintenant, et ça c'est très important, va pouvoir exister dans les établissements sociaux et médico-sociaux. Cela peut faire quand même un contre-pouvoir face à certains directeurs. Alors les proches aidants. Les proches aidants, ils seraient environ 2,8 millions. Et ces proches aidants, eh bien, il peut s'agir d'un conjoint, de sexe opposé ou de même sexe, bien sûr maintenant, d'une personne ayant conclu un PACS, d'un concubin, ça existe, mais oui, d'un parent, d'un allié, de toute personne résidant avec elle, hein, donc d'un ami, ou pas loin, ou entretenant des liens étroits et stables, qui lui vient en aide de manière régulière et fréquente à titre non professionnel pour accomplir des actes ou des activités de la vie quotidienne. Voilà comment on le définit. Vous voyez que c'est une personne non professionnelle qui d'ailleurs souvent est elle-même âgée. Un proche aidant, vous ne pouvez pas, ça sur votre carte de visite, c'est mon métier, je suis proche aidant. Et pourtant ça prend du temps. Hein, ça accomplit des actes ou des activités de la vie quotidienne. Et ce qui est intéressant, c'est que ce proche aidant va bénéficier d'un droit au répit, avec pour cela un supplément d'allocation personnalisée d'autonomie qui peut même aller au-delà du plafond si le proche aidant est hospitalisé. On avait envisagé un système québécois dont le mot est très amusant, c'est le baluchonnage. Hein. Mais on ne l'a pas retenu. Le baluchonnage, ça veut dire que la personne vient habiter là avec un baluchon. Mais on ne l'a pas retenu parce que c'est contraire au Code du travail français et à certaines directives européennes. Peut-être qu'on pourrait suggérer aux législateurs de prendre le baluchonnage dans la loi El Khomri. Ça pourrait mettre de l'ambiance. Alors, les établissements sociaux et médico-sociaux pourront organiser aussi des hébergements temporaires de personnes âgées et des séjours de vacances pour les proches aidants. Voilà, proches aidants, ce sont généralement des femmes, généralement pas jeunes, et c'est quand même très intéressant que le législateur les ait reconnus. Enfin, signalons quelques mesures plus techniques, sur lesquelles on ne détaillera pas. Les logements foyers, il y en a un à côté, en Père Robin, s'appelleront désormais les résidences autonomie. Et puis, on a une refondation de l'aide à domicile dans le cadre de la perte d'autonomie, puisque, vous savez, 60% des bénéficiaires de l'APA sont à domicile, et les associations d'aide à domicile pourront conclure avec le département des CPOM, les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens, ce qui évitera les fastidieuses négociations tarifaires annuelles. Donc là-dessus, j'espère que la SADOM pourra conclure un CPOM avec le département de Maine-et-Loire. Je pense que la journée d'aujourd'hui est faite pour prendre des rendez-vous. Hein. Ah bah oui, mais on va en conclure un avec des millions d'euros. Alors, il s'agit d'assurer la structuration territoriale de l'offre et d'éviter aussi la concurrence entre les opérateurs sur un même territoire, c'est toujours le même problème, et leur absence ou leur insuffisance sur un autre territoire. Autre mesure, on en a dit deux mots tout à l'heure, c'est la fusion dans des délais de 5 ans des agréments Borloo de la loi de 2005 et des autorisations en ce qui concerne les personnes âgées. Les agréments avaient été créés pour créer de l'emploi, très clairement, et c'était l'État qui les mettait en œuvre par l'intermédiaire de la direction régionale du travail, qui s'appelle aujourd'hui la DIRECT. Pour l'instant, les services agréés ne sont pas soumis à évaluation externe et interne. Évidemment, du coup, ils le seront. Les services agréés doivent répondre pour l'instant à un cahier des charges. Alors, leur développement est pour l'instant beaucoup plus anarchique, puisque vous n'avez pas de schéma des services agréés, donc on le fait rentrer dans un système unique avec l'autorisation. On notera que les personnes DGIR 1 et 2 pourront bénéficier des mêmes droits que les personnes handicapées en ce qui concerne l'invalidité et surtout le stationnement, ce qui est loin d'être inutile, puisque vous savez que les personnes DGIR 1 et 2, généralement,
ne conduisent plus et en tout cas ont beaucoup de mal à se déplacer. Ils pourront donc bénéficier du stationnement personnes handicapées. Et puis enfin, il est mis fin à certains abus, notamment les abus des assurances-vie qui consistaient à en faire souscrire à des personnes âgées avec de fortes primes et qui, du coup, échappaient à la récupération en cas de décès. Et bien là, après 70 ans, ces sommes ne seront plus soustraites à la récupération. Ça, c'est davantage pour l'hébergement, ça peut être aussi pour l'aide à domicile. On note aussi, très important dans une ville, la prise en compte de la perte d'autonomie dans d'autres domaines. Et là, j'insiste un tout petit peu, l'urbanisme, notamment le SCOT, le schéma de cohérence territoriale, et puis, surtout, je dirais, le plan de transport urbain. On sait que les transports en commun sont véritablement les éléments à développer dans un pays tributaire de l'essence, on le disait tout à l'heure, de manière forte, et il est évident que des villes conçues pour les automobiles ne peuvent pas satisfaire l'intérêt des personnes âgées, des personnes handicapées, etc. D'où une politique très volontariste, par exemple, de construction de lignes de tram, bien sûr, et donc on aura normalement un conseil des autorités organisatrices de transport, des AOT, comme la communauté urbaine ici, sur la mobilité au profit des personnes en perte d'autonomie. Alors pour l'application de la loi, de nombreux décrets sont nécessaires, bien sûr, il y en a 3 qui sont sortis seulement, et de l'argent, l'État mettra 640 millions d'euros par an, mais surtout la CNSA, qui apparemment a un peu de bas de laine, la CNSA sera fortement mobilisée. Alors, je crois que l'idée de cette introduction, c'était de vous montrer les problèmes importants concernant les personnes âgées. C'est d'abord la coordination. Vous le voyez, c'est le rôle du département, chef de file, avec un certain nombre d'outils. Les droits des personnes âgées à domicile comme en établissement. Et puis bien sûr, le rôle des pouvoirs publics à travers les transports, à travers l'urbanisme, et enfin, la reconnaissance forte de l'existence des proches aidants. Voilà pour l'introduction. On va maintenant passer à la table ronde. Alors, je ne sais pas.